Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, hyper heureux d'être reçu dans leurs locaux par Thierry. Salut Thierry. Salut Yacine. Comment vas-tu ? Pas mal. Juste pas mal quoi. Je suis content de te recevoir. Ouais. Mais plus d'entrain. Ah bah, je suis à fond, mais j'essaye d'être en retenue un peu là, pour masquer l'excitation. On va se décontracter au fur et à mesure. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît ? Donc je raconte pas mon enfance et tout. Non, okay. Ça sera pour la suite. Ok, alors je m'appelle Thierry Vignal, j'ai 32 ans, j'ai eu mention bien au bac, j'ai fait HEC, ensuite j'ai bossé en finance à Londres, je suis aussi passé par les cabinets d'avocats à Hong Kong et à Paris, donc j'ai eu une carrière professionnelle erratique après avoir fait de la finance à Londres, je suis rentré à Paris. J'étais en errance totale et je suis tombé sur l'associé avec qui j'ai monté Mastéos un peu par hasard, Maxime Anquier, qui est mon cofondateur. Et à l'époque, c'était vraiment en attendant de trouver un vrai job qu'on s'est mis dans un bar PMU et qu'on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire en attendant. Tout commence autour d'une bière. Ouais, c'est ça. Et donc on se dit, on va aider des copains à acheter des appartes dans des endroits un peu plus rentables que Paris. Eux ont pas le temps, nous on avait rien d'autre à faire. Donc voilà, c'est vraiment parti du plus bas niveau possible, loin des romances entrepreneuriales qu'on a l'habitude d'entendre. Et moi je m'occupais d'aller au Havre, à Roubaix, trouver des biens un peu rentables. Maxime s'occupait de la partie construire un site internet, faire un peu de growth. Lui c'est un growth hacker. Moi je suis plutôt un sales. Alors tu nous en as dit un peu trop, mais surtout qu'est-ce que Mastéos ? Allez, on recommence. Non, je rigole, mais surtout c'est quoi Mastéos, que les gens comprennent un petit peu. Mastéos, c'est une solution clé en main pour investir dans le locatif, dans l'immobilier locatif. Donc par exemple, toi t'as un CDI et t'as une capacité d'emprunt du coup. Inch'Allah. Si tu veux exploiter cette capacité d'emprunt pour acheter de la pierre, c'est un parcours du combattant aujourd'hui. Et nous, on essaye de rendre accessible l'immobilier locatif aux particuliers. On s'occupe de l'acquisition du bien dans une vingtaine de villes en France et dans plusieurs pays en Europe. On s'occupe de la rénovation, de l'ameublement, de la mise en location et de la gestion locative, et tout est fait maison. C'est-à-dire que quand je te dis qu'on fait la rénovation, j'ai littéralement 50 ouvriers en CDI qui font la rénovation à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, à Bruxelles, etc., à Madrid. Voilà. Tu nous fais un mini état des lieux et puis après, encore une fois, c'est dans la tête d'un CEO, donc on va rentrer un petit peu dans ta tête. Mais juste pour comprendre, la boîte a été créée quand ? Je crois, sans spoiler, mais que vous êtes 250. Voilà, si tu peux juste nous raconter très rapidement les 3 gros axes qui se sont passés depuis la création. En partant de ma bière avec mon associé. Exactement. Dans le bar PMU du 11e, première année, on n'a pas fait grand chose. On a fait une dizaine d'opérations. C'était quand ça déjà ? Pardon, c'était il y a 3 ans. Okay. Il y a 3 ans, à peu près en même temps que l'incendie de Notre-Dame, si pour te situer, c'est à ce moment-là. C'est pré-confinement ça ? C'est légèrement pré-confinement. Au moment où Notre-Dame brûlait, on déposait les statues. Et première année, on n'a rien fait. On va investir dans la pierre. Gros paradoxe. Bah ouais, t'as la toiture de Notre-Dame, c'est 20 ans de travaux. Ouais. Tu vois, si je propose ça à un client pour sa toiture, enfin bon, c'est pas les mêmes standards, non, mais parce qu'on en fait des toitures sur la business unit rénovation. Ça, c'était la première année, on n'a pas fait grand chose, 100 000 euros de chiffre d'affaires, on n'était que 2, puis on a eu un associé travaux qui nous a rejoint, Jérôme Manugera, donc on s'est retrouvé à 3, puis Tanguy de Ferrière qui nous a rejoint comme premier employé, donc on était les 4 mousquetaires. 100 000 euros, 10 opérations, voilà. La deuxième année, en 2020, du coup, on a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc tu vois, on a fait x20. Enfin, en gros, on a rencontré notre public. Ralentissement quand même si t'avais du Covid, mais quand tu pars de zéro, en fait, le ralentissement, il t'affecte pas, tu peux que aller vers le haut. C'est clair. Et on avait des caméras 3D, donc quand il y avait peu de déplacements physiques des clients, c'est tout de suite mis au digital. Et donc on a fait 2 millions en 2020, et l'année d'après, on a fait 6 millions, tu vois, on a fait x3 après. Vous avez fait des levées entre-temps ?
On a rencontré Daphne, qui est un fonds de venture capital assez connu dans le milieu early stage. Et ils nous ont très vite fait confiance. Ils nous ont fait confiance alors qu'ils avaient vraiment aucune raison, parce qu'on était à l'arrache. Au moment où ils nous ont rencontrés, ils trouvaient le projet sympa, l'équipe rigolote, mais on n'avait pas de data. On n'avait même pas noté les deals qu'on avait fait sur un Excel. Enfin, c'était la cata. Donc ils ont un peu investi en mode leap of faith à l'aveugle. Et ils ont mis 2 millions. Et je salue le courage des VC early qui vraiment sont capables d'aligner 2 millions d'euros sur un feeling et une espèce de vibration. Tu sais d'où ils l'ont eu, cette vibration? D'ailleurs, qui est-ce que c'est? Enfin, c'est Pierre-Éric Lebovici, le partenaire, et Stanislas Lott en junior. On les salue. Voilà. Et tu sais ce qui les a drivés dans leur gut feeling de dire go, Mastéos, ce sera 250 personnes dans 2 ans, dans 3 ans? Franchement, tu vas penser que je rigole, mais en fait la visio, on s'est tellement marré sur la première visio, il y a tellement eu un bon fit que je crois honnêtement qu'ils ont mis 2 millions d'euros sur un pur fit. Après, je suis sûr que s'ils nous écoutent, ils diraient non. Ah, je te jure, ils te confirmeront. Ensuite, on est allé dîner chez Daphne, on a dû pitcher devant les partenaires, et pareil, en fait, il y avait une telle énergie que en fait, on a embarqué tout le monde dans le truc, et ils se sont dit, on n'a pas de data, on est à l'aveugle, mais on va leur faire confiance, et yallah. Donc gros métier et gros fit humain quoi au final hein. Ouais. Bon après le business sous-jacent est pas dégueulasse parce que on est sur des secteurs qui sont générateurs de gros chiffres d'affaires. Il y a assez peu de pression concurrentielle, on est vraiment à l'état médiéval au niveau immobilier, tout se fait bah non mais c'est très poussiéreux. Avec ton épée, ton armure. Ah ouais, c'est ça, tu vas chez le notaire en physique, tu vas voir le banquier, pour les travaux, tu peux Zoom ils connaissent pas. Non, les DocuSign ils connaissent pas. Ouais. Tes travaux, tu peux te lever très tôt avant de trouver quelqu'un pour les faire dans les temps et dans les prix. La gestion, c'est encore un interlocuteur de plus. Le courtier, j'en parle même pas. Bon bref, en fait, t'as 15 interlocuteurs, t'as 250 heures de travail, une centaine d'étapes. Ça prend 6 mois et tu te tires une balle avant d'avoir closé. Et nous, on essaye de simplifier un peu tout ça. Ouais, c'est drôle, on en parlait en off, mais il y a l'épisode qui a été publié, enfin au moment où on se parle, qui sera publié en tout cas dans une semaine, avec avec Renaud de Préto, ouais. Un bon copain. Donc vous avez des synergies, j'imagine. Oui, non, Préto, c'est quasiment des sociétés sœurs. On doit faire un gros pourcentage de leur volume d'affaires. Nous, tous nos clients sont obligés de passer par Préto pour leur attestation de financement. Trop cool. Et donc on travaille ensemble main dans la main et on a créé une association de PropTech avec Renaud. On a un petit club avec avec Raphaël Villermé de Luco, avec Victor Caro de Comet Meeting, etc. On a un petit club PropTech. L'idée c'est quoi? C'est du BA ou enfin c'est activité de BA, du conseil? C'est pouvoir se faire des dîners et les passer en note de frais entre copains. Voilà. Écoute, si t'as pas de solution de gestion des notes de frais, Mooncard. Voilà. Je n'en lis pas plus, mais ils seront contents de nous écouter. Bon, pour revenir, ça fait déjà 7 minutes et quelques. En général, on parle d'abord de toi, donc j'ai vraiment envie de parler de toi. Tu nous en as déjà un peu spoilé. Moi, j'ai une question toute bête. HEC, finance, comment t'as atterri dans le PMU déjà? Mais HEC, quand tu fais HEC, t'as l'impression d'être tout puissant en sortant, et donc en fait... alors je dois être une exception, mais en gros tes choix c'est McKinsey, Goldman Sachs ou l'entrepreneuriat, mais personne choisit l'entrepreneuriat en général. Enfin ma génération, un peu plus les nouvelles générations, mais nous on partait en finance ou en cabinet d'avocat. Moi j'avais pas les notes suffisantes pour avoir la majeure finance, donc j'ai fini en majeure juridique. Du coup je me suis retrouvé sans trop comprendre pourquoi en cabinet d'avocat à Hong Kong et à Paris. C'était bon câble, mais C'était quand ça? C'était juste après HEC la première année. Ouais, mais du coup c'était quand? En 2013-2014 j'étais. Okay. Et j'étais vraiment nul. Du coup, j'ai été blacklisté et j'ai dû fuir à Londres. Et à Londres, j'ai réussi à bosser dans un fonds d'investissement. Puis chez HSBC en trading. Quel genre d'assets? C'est des assets macro, des obligations de pays émergents et beaucoup de forex chez HSBC aussi. Ça t'intéressait ça? Ouais, c'est assez cool parce que c'est déjà une ambiance hyper frénésique type Wolf of Wall Street, c'est ça? Yes sir. Et il y a une super ambiance sur le trading floor et en fait t'apprends vraiment les dynamiques de marché qui sont à la base de toute classe d'actifs, notamment l'immobilier. Alors ces versions hyper c'est sous stéroïdes évidemment les marchés financiers, mais en fait tu peux appliquer les mêmes principes et les mêmes structures de marché à l'immobilier sur le temps long.
Donc t'as le temps de te réfléchir. Quand tu vois une situation de mispricing à arbitrer, t'es sur le marché du forex, t'as littéralement une milliseconde pour trader, parce que t'as un fond quantique algorithmique qui va te passer dessus, devant. Et quand t'es dans l'immobilier et que tu vois qu'il y a un problème à Châteauroux parce que il y a un prix au mètre carré qui par rapport au revenu médian et à la tension locative est anormalement bas et donc une rente anormalement élevée, donc il y a une situation d'arbitrage, t'as 2 ans pour te positionner et l'arbitrer, tu vois. Et vous, cette décision, vous la prenez en combien de temps aujourd'hui ? Alors nous on retrouve des dynamiques que j'avais sur le trading floor. Par exemple, on a tellement de volume par exemple sur Marseille qu'on est market mover sur certains quartiers, donc on fait ou alors on peut avoir des effets de délit d'initié parce qu'on voit les flux avant. On les voit, on voit les compromis se créer, on voit des tendances émerger sur Toulouse, sur des villes qui avaient pas la côte avant, et on les voit avant les autres. Donc on a un petit temps d'avance parce qu'on a la data en interne de où est-ce que veulent investir les gens et sur un gros volume, donc ça devient de la stat significative. On en parle là, bon, c'est très déstructuré, mais j'ai envie de dire que l'audience qui nous écoute, qui m'écoute et moi et mes invités commencent à me connaître. Mais j'aimerais savoir justement, là tu nous parlais d'être first mover, tu parles aussi du fait qu'il y a pas mal de data. Cette data, elle provient de quoi ? C'est que de la data macro et vous allez vous plugger à des databases externes ou comment ça se passe ? Data, tu sais, c'est le mot que tu utilises pour impressionner des VC et des clients. Parfois et très souvent la data c'est très simple. En l'occurrence en immobilier, nos amis de Meilleurs Agents ont fait un très bon taf pour te donner le prix au mètre carré, le loyer au mètre carré à peu près partout en France, à la rue près. Et quand tu divises un loyer par un prix, ça te donne un rendement. Donc déjà, tu as un premier gros élément de ton analyse qui est disponible publiquement et gratuitement. Et ensuite, ce rendement, il te donne pas le niveau de risque. Parce que tu sais que quand tu fais du rendement, et c'est ce que j'ai appris sur le trading floor, t'as toujours un niveau de risque qui est corrélé à ton niveau de rentabilité. C'est assez logique. Gratuitement. Ouais, mais en immobilier, on oublie les règles fondamentales. Et donc, comment tu vas contrôler que ton rendement en risk adjusted return, il est cohérent ? Tu vas regarder la tension locative d'une ville, parce que si t'as un gros rendement en banlieue de Maubeuge parce que les prix sont très bas mais qu'en fait tu peux pas trouver de locataire, ton rendement il est purement théorique. Quand tu parles de tension locative, c'est la demande en gros. Voilà, la demande locative, est-ce qu'il y a plus de locataires que d'appartements disponibles. Et ça tu peux pareil aller chez un provider gratuit qui s'appelle Logservice, ils ont un outil qui s'appelle le tensiomètre locatif et tu peux avoir ville par ville le niveau de demande locative de manière assez fiable. Nous on a notre data interne à force d'avoir du volume, on travaille avec Casafari qui est un énorme data provider là-dessus. Donc Châteauroux, là tu me parlais de l'exemple tout à l'heure. C'est peut-être pas un bon exemple. Qu'est-ce que j'ai en situation vraiment attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Châteauroux, c'est une des villes les moins chères de France et t'as quand même une demande locative assez élevée. C'est pour ça que il y a Vierzon aussi où c'est mis. Alors attends, Vierzon, il y a une boîte de la blockchain qui est une licorne qui s'appelle du coup. Une licorne de la blockchain, c'est qui font des portefeuilles. Éric Larchevêque. Je crois que c'est lui, ouais. Merde, honte à nous. En plus, j'avais. Ça sera coupé ou pas les moments de blanc? Non, ça ne sera archi pas coupé. Éric Larchevêque, on le connaît tous et il a créé. Crypto-monnaie, montage, Ledger, voilà. Et Ledger, ils sont à Vierzon, qui est une ville à 800 € du mètre carré, et en fait, mais parce que le mec est de là-bas, et c'est au centre, c'est un peu perdu, c'est au centre de la carte, et dans cette ville-là, tu as justement une licorne qui s'installe, donc une population plutôt solvable qui va venir être en demande locative, et dans une ville dont les prix sont à 700-800 du mètre carré, donc là, t'as un cocktail explosif, où t'as des prix très bas, des loyers praticables plutôt élevés et donc un rendement stratosphérique sur fond de tension locative, de dynamisme qui va revenir a priori avec l'installation de, tu vois, où t'as l'effet TGV sur Bordeaux, sur Le Havre, t'as des catalystes en fait qui viennent. Donc t'essayes à chaque fois de voir quel va être l'impact presque démographique d'un nouveau projet. Là on parle d'une startup qui s'implante et qui marche plutôt relativement bien, ou alors création, enfin un nouveau TGV qui passe par là, je sais pas, une boîte qui fait une nouvelle filiale. D'abord structurellement il faut que tu sois en situation de mispricing, c'est-à-dire que tu as une ville dont les rendements sont anormalement élevés sans prendre en compte les catalystes potentiels. Donc déjà, tu prends Cholet par exemple près de Nantes, tu peux prendre Étienne du Rouvray, enfin c'est une analyse statistique assez poussée qu'on a fait, il y a des villes où 1 mètre carré, enfin un appart de 50 mètres carrés, c'est 2 années de revenus médian.
Okay. C'est-à-dire que t'as des gens qui sont très riches dans la ville et un prix de l'immobilier qui est anormalement bas parce que la plupart des gens peuvent se payer en 2 années un appart, ce qui est pas normal. Ouais, une tension locative super forte que tu peux mesurer soit par l'outil dont je t'ai parlé, Log Service, soit en mettant des annonces sur le Bon Coin et en regardant si ça mord ou si ça mord pas, tout simplement. Tu peux le mesurer vraiment à la mano comme ça. Et t'as une très forte tension dans ces villes-là. Et donc, t'as un rendement qui n'est pas corrélé à un risque équivalent. Et donc, t'as une situation d'arbitrage. Voilà. Mais cette data, elle est très facilement accessible. Nous, maintenant qu'on a un peu de budget, on va passer le niveau du dessus. Et donc, on a Casafari qu'on paye très cher pour nous donner accès à des milliers de data points. Mais en fait, faut pas complexifier non plus la démarche. C'est très simple. C'est un rendement, un risque locatif, et il faut que les deux soient cohérents. T'as aucune vocation à remplacer ce genre de provider en termes de data ou tu me parlais même de log service, des choses comme ça, où justement tu sais que ta value propre et ton expertise n'est pas dessus, et donc tu vas toujours choisir ces partenariats. Bah, tu sais, tu as toujours le dilemme, surtout sur un business comme le nôtre qui regroupe énormément de métiers, d'outsourcer ou de in-houser le business. Parce que si tu l'in-house, tu le monétises, si tu l'intègres, tu le monétises, mais ça te mobilise des ressources, du focus, et c'est une denrée rare. Typiquement, toi qui as interviewé Renaud Pestre de chez Preto, nous on pourrait le faire, le courtage. Enfin, c'est pas un métier facile et ça demande des agréments. Mais bon, si je me lève un peu plus tôt et que je me bouge un peu, je peux dormir, c'est ça. Voilà, je peux faire une brique courtage Mastéos. Mais en fait, non, c'est mieux de la déléguer à Renaud parce qu'ils font ça mieux que nous. De pas réinventer la roue. Voilà. Et bon, pour les data, effectivement, Casafari fait ça mieux que nous. Bon, nous on commence à avoir un dataset interne assez intéressant, mais ça suffit pas. Ouais, mais ça permet juste d'affiner la data au final qu'on t'envoie et la recoupler avec ce que t'as en interne. Ça te permet surtout de mesurer ton risque de manière assez fine parce que nous, Mastéos, on a des attentes de la part de nos clients de sécurisation financière. On n'est pas juste des intermédiaires type agent immobilier qui vont mettre en relation un acheteur et un vendeur. Ouais. On va accompagner l'acheteur dans son projet jusqu'à l'arrivée du locataire. Ce qui fait que nous, on doit se responsabiliser sur le loyer qu'on annonce, sur la modélisation financière qu'on a chiffrée. Si je te dis que tu as X de travaux et que tu as 200 de loyer, etc., si tu les as pas à la fin, c'est une étoile sur Google, une menace de procès, etc. Enfin, c'est une catastrophe, si tu veux. Et donc, nous, on a une exigence de précision quasiment au centime sur ce qu'on annonce. Okay. Et pour ça, tu as besoin d'un dataset hyper important. Moi, je sais maintenant exactement quel est le turnover au jour près dans tel quartier de Marseille, etc. Et donc, je peux le faire remonter à la modélisation financière. Alors, c'est pas encore parfait. T'as encore des surprises, mais avec la data, on peut sécuriser la modélisation financière en amont et éviter les surprises en aval. Disons, je m'adresse à ceux qui veulent investir. Bon, c'est pas encore moi, mais on sait jamais. C'est quoi c'est quoi les villes sous-cotées et les villes surcotées? Donc les villes où les gens investissent, mais toi tu n'investirais pas, et les villes dans lesquelles les gens n'investissent pas encore, ou peut-être même la banlieue de Paris, je sais pas, avec création des lignes 15 et 16 et etc. Où toi tu penses que ce serait un créneau intéressant. Je te parle de toi à titre perso. Hein, ouais, ok. Bon, nous on fait des analyses assez poussées sur 500 villes, donc je vais pas te gonfler avec 35 villes moyennes à fort potentiel. En plus, on n'y est pas. Nous, on est dans les grandes villes, et je vais t'expliquer pourquoi. Mais moi, à titre perso, je pense que mon histoire d'investisseur, elle est assez intéressante et c'est ça qui a nourri ma réflexion pour Mastéos. Au début, on est souvent attiré par les sirènes de la rentabilité, évidemment. Et donc, on se dit, je vais aller dans la ville la plus rentable, le quartier le plus rentable et je veux de la renta à tout prix. Je veux du cash flow. En plus, j'ai vu une vidéo YouTube où un gourou m'a dit que je pouvais devenir rentier en 2 ans. Ouais. J'allais te dire, tu parles de 2 ans justement. C'est quoi le cycle avant d'être rentable? Ton ROI, tu le calcules sur combien de temps quand t'es un investisseur immo? Alors moi les projets c'est des prêts sont sur 20 ans le but c'est d'arriver à l'équipe mais je vais t'en parler dans 2 secondes. Je reviens sur mon expérience perso. C'est au début d'aller chercher de la grosse renta et en fait je me suis cassé les dents là-dessus et j'essaye d'expliquer aujourd'hui à mes clients d'éviter de répliquer mon parcours. Au début j'ai acheté un immeuble de rapport à Roubaix, puis à Hénin-Beaumont,
puis à Merville. Enfin, c'est des villes où t'as pas envie de passer un week-end, si tu veux. Ouais, mais ça me parle, en plus. Ils ont dû jouer la Coupe de France ou une connerie. Alors, Hénin-Beaumont, je vois, mais Hénin-Beaumont, c'est un fief du FN. Me demande pas pourquoi je me suis mais ça retrouvé doit là-bas. être comme ça que je le C'est connais. simplement que c'est une ville rentable du Nord et j'ai fait fi de la politique. Bon, bref. Et donc, parce que c'est des immeubles qui étaient proposés à 12%, etc. Okay. Et moi, je me retrouve avec des locataires qui sont, tu te doutes bien qu'en banlieue de Roubaix, t'as pas des profils McKinsey. Du coup, les mecs, ils sont pas forcément solvables. Ils sont pas assurables. Donc les GLI, les garanties loyers impayés, n'en veulent pas. Du coup, le schéma classique, c'est j'ai un locataire, je peux pas l'assurer, il a pas de garant, mais je suis obligé d'en prendre un parce que sinon mon truc est pas loué, donc je le prends. Évidemment, il paye pas. Du coup, je dois mettre une procédure d'expulsion. Ça prend 2 ans, ça me coûte plus cher en avocat que je touche en loyer potentiel. Si jamais il y en a un qui louait et qui s'en va, il s'en va avec la cuisine Ikea, il la revend sur le bon coin. Le lendemain, l'appart il est squatté. Voilà. Non mais ça, je veux dire, ça c'est les galères qui sont liées à l'immobilier de rendement et dont on parle assez peu parce que quand t'es un acteur sur l'immobilier locatif, t'as envie de vendre vite et bien, donc tu vends des biens rentables, tu sais que ça va bien se vendre, mais tu penses pas en fait à l'enfer que les clients vont vivre en aval. Quand on parle de rentabilité, on part du principe que les mensualités que tu vas devoir payer pour rembourser ton prêt vont être couvertes logiquement. Donc ça c'est le Graal. Le Graal c'est en théorie mais en fait c'est un schéma hyper vertueux, c'est un schéma très vertueux parce que la banque, elle finance ton bien et tes locataires, ils remboursent la banque. Et c'est la seule classe d'actifs où tu vas faire travailler l'argent des autres et toi théoriquement, t'as très peu à mettre. Enfin, t'as les frais de notaire. Maintenant, le niveau d'apport augmente un peu, mais à l'époque où j'ai commencé, c'était des prêts avec 0 apport, etc. Et donc, évidemment, le Graal, l'idéal, c'est d'avoir un actif dont les loyers couvrent non seulement ta mensualité de prêt, mais aussi toutes les charges afférentes au bien, charges courantes, taxes foncières, frais de gestion locative, assurance P&O, turnover, frais d'entretien, frais comptables, etc. Et donc, tu te doutes bien que pour avoir un projet autofinancé sans mettre beaucoup d'apport, il faut viser très haut. Et le problème, c'est que quand tu vas viser très haut des rentas, tu te retrouves avec une charge mentale très forte. Et cette charge mentale, on n'en parle pas assez. Parce que tu as beau passer par Mastéos, et on a beau être très compétent, très professionnel, on maîtrise pas forcément tous les locataires, on maîtrise pas, il y a plein de trucs qui sont hors de notre champ. Mais vous mettez des flags aujourd'hui en apprenant. Et nous ce qu'on explique fort de cette expérience, parce que j'ai fini par acheter un appart sur le Vieux-Port à Marseille que j'ai surpayé, qui est pas du tout rentable, mais paradoxalement, j'ai jamais fait autant d'argent que sur cet appart, parce que Marseille ça a explosé et en fait quand t'as une appréciation de l'immobilier, elle se fait toujours sur les biens patrimoniaux et jamais sur les biens qui sont en banlieue de Roubaix ou de Maubeuge. Parce que tu vas capter, tu sais, on est dans un environnement inflationniste en ce moment avec la guerre, etc. Et qui dit inflation dit hausse des prix. Mais la hausse des prix en immobilier, elle est captée exclusivement par les biens situés dans les zones patrimoniales. Et le jeu de la plus-value est un jeu beaucoup plus intéressant que le jeu du cash flow. Donc t'as intérêt, plutôt qu'essayer de faire 100 € de cash flow, qui est l'équivalent de, je sais pas, ton forfait téléphone qui va rien changer à ta vie, et qui, en contrepartie, va te créer une charge mentale terrible, tu as bien mieux à investir dans une zone un peu moins rentable, un peu plus sexy, patrimonial, qui va s'apprécier dans le temps, surtout que t'as mis très peu de ta poche, donc ton return on equity il est gigantesque, et t'auras pas la charge mentale parce que t'auras des locataires de qualité, etc. Donc moi, j'invite les gens à se tourner vers les zones patrimoniales, donc du Bordeaux, du Lyon, et pas du Maubeuge, pas du Perpignan, etc. Enfin, ça peut être un play intéressant, mais c'est pour les gens qui sont déjà aguerris. Pour Paris, c'est un red flag? Non, Paris c'est bien. Bon, Paris c'est non, mais c'est un peu pour le coup Paris c'est un peu trop classique comme move, mais tu vois t'as un entre-deux entre Paris et Maubeuge quoi. T'as Toulouse qui est une ville qui est en train d'exploser. Bordeaux, bon pareil, c'est le train est passé, mais t'as certaines villes entre les deux qui sont pas mal. Et il y a un mec d'ailleurs à Toulouse, un agent immobilier qui m'a dit un truc que j'oublierai jamais, et je tiens à le dire, ça va te paraître très bizarre. Il m'a dit, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Je vends des apparts patrimoniaux, donc des apparts Belle-Pierre, centre-ville. Je vends des apparts rendement, donc banlieue toulousaine un peu chaude. Et mes apparts rendement, ils sont à 12%, mes apparts centre-ville, ils sont à 3%. Mais ce que je me rends compte, c'est que mes clients, à la fin, ils ont le même pourcentage. Je lui dis, je comprends pas, attends, t'as vendu un truc à 12%, qu'est-ce que tu... tous les frais dont tu parles à côté. Exactement. Il me dit, en fait, moi, j'ai 20 ans d'expérience, que tu achètes du 3% du 12,
tu finiras à 3. Parce que étalé sur 20 ans. Hein. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il disait, c'est, en fait, ton 12, c'est comme mon immeuble à 12 à Hénin-Beaumont. Je les ai jamais vus, les 12. Ouais, j'ai toujours vu du 3, en fait, parce que tu te prends des impayés, des emmerdes, des squats, des gens qui partent avec tes meubles si tu fais du meublé pour les vendre sur Internet. Enfin, je veux dire, et en fait, quand t'achètes du patrimonial, tu finis par avoir le même rendement quand t'achètes des immeubles de rendement, tu vois. Okay. Et ce qui m'a dit m'a marqué à vie, effectivement, quel que soit le rendement que tu vises, tout le monde finit à la même moyenne. Donc, quitte à finir à la même moyenne, autant acheter des trucs sur le Vieux-Port ou dans le centre de Bordeaux, sur la presqu'île de Lyon. J'ai une petite question à 1 million d'euros, mais je sais pas si tu vas vouloir y répondre. Tu es propriétaire de combien de biens IMO ? Alors, 0. Attends, je réfléchis. Non, un demi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, j'ai pas de capacité d'emprunt en tant qu'entrepreneur. Et donc, quand je te dis que j'ai acheté un immeuble, en vérité, je me suis mis en SCI avec des gens qui avaient une capacité d'emprunt. Mais moi, j'ai une part symbolique dans la SCI. Donc, j'ai acheté avec ma copine, j'ai acheté avec mon frère, j'ai acheté avec mon meilleur ami qui est un de mes clients également. Et on a fait ces acquisitions en SCI. Mais moi, je détiens qu'un pouillème de chaque SCI. Donc là, tu vis dans une loc, par exemple ? Non, je vis dans l'appart de ma copine. Ok. Ça, c'est la bonne réponse. Qui est médecin, mais qui est bien meilleur en immobilier que moi. Ah. C'est peut-être un message pour qu'elle rejoigne Mastéos, je sais pas. Ouais, ça pourrait être notre médecin du travail, comme ça j'aurais les secrets médicaux de mes 250 salariés, ça peut être sympa. Je pourrais faire des comment on appelle ça, des fiches médicales pour te mettre off tous les jours, quoi. Ah, mais j'ai pas envie de me mettre off, moi. Je voulais juste revenir à un petit truc, en fait, c'est la phase un peu de... J'aimerais comprendre comment tu t'es lancé. Qu'est-ce qui s'est passé avant ce VR au PMU? Voilà, un petit peu tout ce qui a été la phase d'idéation. Comment vous êtes allé? Est-ce que vous avez fait de l'A/B testing? Est-ce que t'es arrivé directement avec une idée d'IMO? Et comment tu connaissais aussi ton associé à la base? Je vais être hyper déceptif là-dessus, mais vraiment je suis le contre-exemple total il faut se préparer pour lancer une start-up, faut trouver le bon projet, faire de l'A/B testing. Moi ça m'est tombé dessus, vraiment. Okay. Enfin, après faut une certaine énergie, je t'avoue, faut une certaine appétence pour le risque, on est d'accord. Faut être réceptif, quoi, quand ça te tombe dessus aussi. Voilà, faut être réceptif. C'est vrai que si t'es en poste, je sais pas, si j'avais un poste chez McKinsey, je pense pas que j'aurais créé ma boîte, quoi. Bah, tu t'écouterais, j'en ai bien plus d'un. J'ai dû avoir Conto, 2 ou 3. Conto, il était. J'ai eu Conto, j'ai eu Fair Jungle. Il y en a un autre qui a quitté McKinsey pour monter sa boîte. Shame on me, je ne sais plus. Bon, bah, en tout cas. Il y en a plein, quoi. Non, c'était le BCG. Moi, c'était vraiment. J'étais en errance professionnelle. Renaud, il a fait McKinsey. Et il a fait BCG, je crois. Okay, ouais. Bon, en l'occurrence, t'as pas besoin de passer par là. Encore une fois, mon associé côté travaux, donc le 3e cofondateur Jérôme, je pense pas qu'il ait son bac. C'est un ouvrier du bâtiment, c'est un génie du bâtiment, mais c'est pas du tout quelqu'un du sérail, quoi. Et il y avait un objectif, il est arrivé un tout petit peu après, mais quand même d'internaliser toute cette phase de BTP, quoi. Ah bah il a été brillant parce que il a structuré toute la filiale travaux. Aujourd'hui, on a une centaine de chantiers ouverts chaque mois. Enfin, tu n'imagines pas la complexité opérationnelle de monter, de gérer 100 chantiers dans 15 villes et 3 pays en partant de zéro, quoi. En remote. Enfin, je veux dire, en plus nous on a intégré la logistique. Si tu veux, on a des entrepôts. J'ai 2000 mètres carrés d'entrepôts à Lagny-sur-Marne où on stocke des matériaux, des meubles. J'ai des entrepôts à Lille, à Marseille. T'as tout un aspect logistique qui est d'une complexité inouïe. Et c'est Jérôme qui a structuré ça. Alors aujourd'hui, on s'équipe d'experts qu'on peut se payer, donc des anciens d'Amazon, de Uber, de Gorillaz qui nous aident sur les aspects opérationnels, mais à l'époque c'était à la mano, quoi. Et t'as pas besoin d'avoir fait McKinsey, et t'as pas non plus besoin de faire de l'A/B testing ou quoi. Nous au début t'as des secteurs qui sont assez évidents, hein. Je pense à l'époque, je veux dire, l'immobilier c'est 1 million de transactions en France et il y en a 300 000 qui concernent un investissement locatif, d'accord? Donc t'as 300 000, chaque année t'as 300 000 investissements locatifs en France, ok? Ça génère 10 milliards d'euros de revenus. T'as personne qui s'occupe de ces 300 000 personnes. C'est-à-dire t'as pas un acteur. Enfin non, mais je veux dire t'as rendementlocatif.fr, investissementlocatif.com, je sais pas quoi, locatif.net, mais t'as pas un mec qui s'est dit je vais aller lever des fonds, je vais me bouger un peu et je vais vraiment être
je vais révolutionner ce secteur. Personne. Alors que c'est le plus gros secteur de l'économie, qui a 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça concerne 300 000 personnes chaque année. T'es toujours là, à aller à l'agence immobilière au coin de ta rue, à aller appeler ton banquier 50 fois, à galérer avec des notaires qui se renvoient la balle, à essayer de te trouver une équipe travaux qui t'arnaque pas trop, et qui part pas avec ton acompte, à essayer de trouver un gestionnaire locatif qui soit à peu près fiable, enfin, tu te débrouilles pour avoir de la data, savoir dans quelle ville tu vas, quel va être ton niveau de risque locatif. Enfin, vraiment, ça demande un bac+10 de faire un investissement locatif correctement aujourd'hui, et les gens sont laissés à l'abandon. Et je comprends pas pourquoi les VC ont attendu que trois pecnos comme nous montent un projet vraiment fait de briques et de broc. Pourquoi il y a pas des gens plus intelligents qui ont pas monté ça avant? Ça me rend dingue. Parce que tu vois, t'as plein de sous-niches hyper niches qui lèvent des dizaines de millions. Mais en revanche, l'immobilier locatif, c'est le grand oublié du monde du venture. Et juste là, quand t'as rencontré, tu connaissais déjà Maxime, hein, du coup? Bah non, je l'ai rencontré vraiment par le hasard total. Qui a parlé d'IMO? Putain, je me rappelle plus, ça fait 3 ans, mais je me souviens plus exactement. C'est pas sobre, c'est quoi le problème? Bah, moi, putain, à l'époque, je regardais un site d'une fille qui faisait ça, mais en solo, qui s'appelait Elise Frank. Je crois que c'est la première à avoir fait ça en solo. Okay. Et je trouvais ça marrant, je voyais les rentabilités. Moi, je venais du trading, donc c'est un univers qui me paraissait facile parce que t'as le temps d'arbitrer, la data, il y en a pas trop. T'as pas à faire des schémas de structuration hyper complexes comme tu fais en Forex. Tu vois, c'est simple. Et je me suis dit, si j'applique la rigueur financière que j'ai appris dans le trading au marché immobilier, je peux faire des choses fantastiques. Et comme j'ai pas l'impression que c'est un secteur qui a attiré les plus gros cerveaux de la planète, il y a pas trop de pression concurrentielle, je peux me faire plaisir, quoi. Ouais, tu disais que c'est archaïque, médiéval, quoi, encore. Ouais, enfin, tu vois, le métier d'agent immobilier, moi, je les respecte énormément. C'est un métier qui est très dur, et ils ont une vraie fonction pour justement pour animer ce marché immobilier. Mais je trouve que c'est une profession qui est sous-valorisée. Tu vois, à HEC, il y a pas un cours d'immobilier, quoi. Ah ouais, okay. Ah ouais, non, c'est mal vu. C'est mal vu. Ouais, ok. Tu vois, tu dis c'est Stéphane Plaza le gars ou quoi? Tu vois, c'est très très mal vu. L'image de l'agent immobilier, enfin du professionnel de l'immobilier. Je sais plus ce qu'il vient de racheter là, Stéphane Plaza. Ils ont acquis une grosse boîte, enfin une. Je sais pas. Je sais plus, mais enfin bref, ça me parle. Juste une mini chose, Maxime, c'est quoi, si tu veux son parcours, un petit peu son expertise, et c'est quoi votre comment vous avez cliqué? C'est quoi votre complémentarité? Alors, c'est le bon mot parce qu'on est vraiment d'une complémentarité polaire. C'est-à-dire qu'on a des personnalités qui sont symétriquement opposées. Et Maxime, c'est un gros faker à la base. C'est un ingénieur, un ingénieur grenoblois qui a eu une courte expérience en gros hacking dans une start-up et qui est hyper carré et structuré et qui est un fou de marketing et de growth. Qui est pas du tout mon cas. Alors vraiment pas. Et qui est obsédé des beaux process, des choses bien faites et tout. Et moi c'est l'inverse. Moi c'est au feeling, c'est un peu décousu, c'est l'artiste. C'est l'artiste qui va pitcher, et lui c'est le cerveau, la force tranquille qui va structurer sur le long terme. Et c'est pour ça que les skills de Maxime, elles sont plutôt elles sont pas early stage, en fait early stage, t'as besoin de prendre un couteau entre tes dents, de partir et d'aller closer des deals à l'arrache, sans process, et tu te débrouilles, tu vois. Et c'est jusqu'à ce que tu arrives à lever des fonds qui te permettent de financer une structuration. Et c'est là que les skills de Maxime interviennent. C'est que lui, il est capable de te structurer une boîte en 3 ans qui passe de 4 personnes à 250. Avant d'arriver, de lever les 2 millions, avant de faire vos 100 premiers cas de CA, ça a pris combien de temps? J'ai presque envie de dire entre le moment où vous êtes assis autour d'une table, vous êtes dit ok, t'étais en poste d'ailleurs, je sais pas si Maxime Non, on était tous les deux au chômage. Je te jure. Non mais c'est vrai. Merci la France. Ah ben je te crois totalement. Ouais. Et d'ailleurs on ne touchait pas le chômage parce que moi je revenais de Londres et Maxime, je sais pas sa situation, mais il avait pas le droit au chômage, donc on était au RSA et on avait des rendez-vous avec la conseillère RSA. Et quand on lui dit, moi j'allais porte d'Italie au centre RSA et on avait une conseillère d'orientation et on lui disait on veut monter une boîte d'immobilier. Elle nous disait mais c'est mignon mais il va falloir trouver un vrai métier. Et il refusait ce projet tant pour Maxime que pour moi. Et les réunions RSA c'était fantastique. Voilà. Donc tu savais que c'était passager quoi. T'avais pas besoin d'elle pour. Ouais mais on s'est pas payé la première année donc c'était. Okay. Et c'est ça en fait le côté un peu chiant de l'aventure entrepreneuriale, c'est que ta première année elle est vraiment dure quoi. Parce malgré avoir 100K tu te payes pas quoi.
Non, mais 100K, c'est rien en immobilier. Non, mais je sais bien, mais au fond de toi, tu dis, on a quand même fait rentrer 100K, etc. Non, mais les 100K, tu les touches au Q4, donc Q1, Q2, Q3, déjà, t'as rien. Bon, en gros, plus, nous, on a un business, on a un business à fort BFR. Donc, si aujourd'hui, tu m'achètes un appart à Marseille, je vais monétiser dans 6 mois, le temps que tu ton prêt, etc. Bref. Donc, tu décaisses avant d'encaisser. Et ce qui est, c'est ça. Et en fait, le marché, du VC, ou des banques, il t'est pas accessible quand tu démarres. Tes personnes, les banques elles veulent pas de toi, les fonds VC veulent pas de toi, sauf si t'es un repeat entrepreneur. Ouais, bien sûr. Et du coup tu dois appeler ta grande tante et lui soutirer 50 000 euros et lui rembourser 15% d'intérêt à vie pour pouvoir lancer le truc quoi. Enfin vraiment, moi je me suis endetté auprès de clients, auprès de membres éloignés de ma famille pour pouvoir lancer l'aventure et je les rembourse encore aujourd'hui si tu veux. C'est-à-dire que là sur mon salaire il y a 1500 euros qui partent juste en intérêt des gens qui m'ont prêté de l'argent il y a 3 ans. Donc ça demande des vrais sacrifices financiers et mentaux au moins la première année et t'as intérêt à vite trouver du financement. J'ai l'impression que tu me parles il y a du all-in dans tout ça. J'ai l'impression que t'es vraiment en mode on lance, on attend de voir. D'ailleurs tu m'as pas dit mais du coup combien de temps entre le moment où vous êtes assis sur la table, vous aviez entre le moment où il y a la première conversation, entre le dépôt des statuts et la première grosse rentrée d'argent, 1 an, et entre la première discussion autour d'une bière et cette rentrée d'argent, 18 mois. Et est-ce que vous aviez, parce que là tu me dis, enfin franchement, au-delà du all-in, tu t'es endetté à titre perso, etc. Tu t'es mis une deadline? Tu t'es dit au bout de 6 mois ou au bout d'1 an, si ça marche pas, alors non, je close et j'irai retrouver un job bien payé de 8 à 18. Ouais, faut pas t'entêter. Moi, j'ai vu des gens s'entêter sur des projets qui marchaient pas. Okay. Bon, nous, on a eu de la chance que ça a marché assez vite, mais... Ouais, vous avez eu des quick wins déjà qui te confortaient dans l'idée que ça va vraiment exploser par la suite. Le quick win, il est venu assez tardivement quand même. Hein. Okay. Encore une fois, la première année, on a mis du temps à rencontrer notre public. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le côté all-in, en fait, on reste en France, hein, donc tu te retrouves jamais à la rue comme aux États-Unis. Enfin, j'ai peut-être un cliché, oui, mais tu vois, bon, le RSA, c'était peut-être un peu léger comme filet. Puis t'as une copine aussi, donc. J'ai une copine, j'ai un diplôme. Je sais que je vais retrouver un job, quoi. Donc c'est pas un vrai all-in. Okay. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai juste un petit chien de 2 kilos, un Spitz, mais c'est bon. Qu'on salue. Ouais, qu'on salue. Qu'on a vu et qui sait chanter. C'est vrai. Pour la private joke, écoute, on avance, mais j'ai quand même des questions très importantes. C'est quoi les news qui vont arriver? Si tu peux nous parler un petit peu de 2 millions, bim, 250. Bon, ça va pas s'arrêter là, j'imagine. Ouais, on a relevé entre temps, hein. On a fait 2 au tout début, mais c'est marrant les histoires de levée de fonds. Alors il y a des gens qui font ça de manière très propre, très scolaire, souvent des repeat entrepreneurs. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas toi. Non, c'est pas moi. T'as un bon feeling. Alors nous c'était complètement décousu, donc on a reçu 2 millions. Du coup on les a dépensés un peu trop vite et on est retourné voir Daphne en leur disant on les a déjà dépensés. Est-ce que vous pouvez... Bon, je te dis moins de 6 mois, je crois. Enfin, tu vois, on s'est vraiment lâché. Quand on te parle d'un roadshow, pas un roadshow, mais d'une levée, ça prend 6 mois. Non, c'est ça, mais plus quand tu lèves, qui est censé être venu de certaines ambitions à plus 2 ans, d'avoir un trou dans la trésor et tout. Ouais, c'est ça se planifie. Bon, nous, c'était pas planifié. D'accord. Et donc, on est retourné voir le fond, on leur a dit, on a plus de cash, faut remettre un peu d'essence. Et ils nous ont dit, vous êtes vraiment des gros nazes, on va vous cadrer un peu. Donc, mais allez chercher de l'argent ailleurs et peut-être qu'on fera un complément. Et il s'avère que moi j'ai réussi à pitcher à quelques invests, des BA, même des clients surtout. C'est ça qui a permis de switcher. Enfin ce qui m'a permis de m'en sortir financièrement, c'est de faire appel à ma communauté. Et j'ai demandé à tous mes clients, j'ai envoyé un WhatsApp, j'aurais dit est-ce que vous voulez acheter des actions Mastéos? Et alors accroche-toi bien, hein. En envoyant des petits WhatsApp à mes clients, j'ai levé 1 million d'euros. En combien de temps? En 1 mois et demi. Ouais. Parce que j'allais dire les BA, c'est plus rapide que du VC en général. Sans BP, sans rien. Okay. Et maintenant j'ai une cap table dégueulasse où il y a 100 lignes, hein, tu vois. Donc en fait ça a créé un espèce de les levées de fonds c'est un peu de la mayonnaise qui monte, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait un qui commence à mettre, ça excite les autres, voilà, le FOMO. Ouais. Et du coup avec un peu de FOMO, ma communauté nous a suivis, ils ont mis 1 million entre mes employés et mes clients. Ensuite t'as des employés qui ont investi? Ouais, dès le début mes employés ont mis de l'argent. On parle pas de BSPCE, hein.
Non, on parle de vrai investir en equity. direct. Bah là, on Cool. fait un tour. Il y a quelques millions qui viennent des 250 salariés. Trop cool. Bref, et donc on est revenu voir Daphne. Ils ont vu qu'il y avait quand même un peu d'engouement, et du coup ils ont accepté de remettre de l'essence. vous baquer, Donc ok. ça nous a rebridgé. Tu l'as fait quand ce bridge du coup? Donc, 6 mois C'était après. l'année dernière. Ouais. Et puis là, c'est reparti sur une nouvelle levée, sans nous spoiler, mais. Et ouais, pour finir, bon, c'était une grande levée qui a dû durer 1 an parce que c'était le bridge de Daphne, plus ma communauté, plus finalement 2-3 fonds qui se sont greffés au truc ou des gros BA. Et en fait, on s'est retrouvé avec 10 à la fin. 10 plus 5 de dette, ça fait 15. Ok. Donc en fait, on avait 15 l'été dernier qu'on a très vite dépensé. On a bien appris de nos erreurs. Voilà, exactement. Ouais, tu sais, c'est très cash intensive notre métier. Ouais, non. Tu dois ouvrir des villes. À chaque fois, moi, je me prends des entrepôts. Je dois recruter massivement parce qu'on fait tout en interne. Donc, je dois recruter des chasseurs, des sales, des experts travaux, des gestionnaires locatifs. Voilà. Et donc là, on a relevé. Alors, c'est confidentiel et j'ai des équipes de com et de presse qui sont assez à cheval là-dessus. Donc, je peux pas te donner le nom du fonds. Mhm. Je te donne le range, c'est entre 30 et 40 millions. Et ça va venir. Je sais pas quand t'es publié le podcast, mais voilà. Alors, je vais pas te demander pour combien de temps ça va durer ces 30 Pour à 40. un bon semestre. Non mais très sérieusement, si tu peux nous parler un peu de, je sais pas, dans la roadmap, est-ce qu'il y a de l'international, est-ce que c'est des nouvelles villes en France que tu veux ouvrir, c'est quoi les ambitions grâce à, puisqu'on parle de l'argent, beaucoup pensent que c'est un succès, mais j'imagine que c'est juste le début encore d'une nouvelle Ouais, non, phase. l'argent que tu lèves, c'est l'inverse d'un succès. Ça démontre que ta boîte, elle est financièrement dépendante, elle burn, elle est en perte. T'as des contraintes au niveau des invests. Ah ouais, exactement. Si ma boîte si ma boîte était un succès, j'aurais pas besoin de lever des fonds, je serais autosuffisant. Donc ça sert à financer une croissance qui se finance pas par elle-même, et cette croissance pour nous c'est une évidence qu'il faut l'exploiter au maximum parce que t'as un marché qui est vierge. En Europe, moi je te parle du marché français, c'est donc 300 000 investissements, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour nos business units, acquisition, rénovation, gestion locative. Ouais. En Europe, c'est 5 fois ça. Ok. C'est 5 fois ça. Et donc t'as un marché à 50 milliards d'euros. Putain, 5 fois ça, ça veut dire que la France représente quand même une belle Ouais, partie, parce que hein, c'est le seul pays où t'as un accès au levier bancaire aussi facile. Donc c'est un quart du marché européen. Ok. T'as une culture de la pierre très forte. Mais mine de rien, t'as un marché à 50 milliards d'euros qui est vierge. C'est-à-dire que t'as personne. Et quand je dis personne, je le connais par cœur, le marché. Il n'y a pas de concurrent à Mastéos en Europe. Et donc, il y a très peu de secteurs qui aujourd'hui valent 50 milliards, dont il n'y a aucun concurrent. Et là, les VC commencent à s'en rendre compte. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est dépêchez-vous d'aller planter votre drapeau un peu partout. Dépêchez-vous de prendre des parts de marché avant que quelqu'un se réveille, lève des fonds et c'est Cajou versus Gorillaz, quoi. Et là, là, tu stresses un peu parce que t'as le Goliath qui se ramène et toi, t'as ta petite fronde parce que t'es pas allé assez vite. C'est, je sais pas si tu peux nous en parler, ou nous en citer quelques-uns, mais déjà, si j'ai bien compris, vous allez pas ouvrir un marché, mais plusieurs en même temps. Là, on a fait France, Belgique, Espagne. Ouais. Ah, Espagne déjà? Ouais, Okay. Espagne, on est à Madrid, Barcelone, Valencia. Ok. On a fait anecdotiquement quelques opérations en Grèce, mais on n'a pas d'équipe staffée localement, on a que un C'est employé. intéressant ça. J'ai une petite question après la crise et tout. C'est quoi? C'est plutôt pour toi un investissement assez héroïste ou au contraire Non, c'est purement affectif. Tu Ok. sais, Mastéos, on est imprégné oui. on est imprégné de l'univers de la Grèce antique. Moi, ma copine est grecque, je passe ma vie en Grèce parce Ok. que j'adore y passer des vacances. Je t'ai fait un kiff. Je parle grec et donc comme je connais bien le marché athénien, qui est d'ailleurs un bon marché parce que les prix sont très bas et la tension locative est très élevée, les demandes, il y a plein de touristes, il y a plein de gens qui vont qui post-Covid sont allés vivre à Athènes parce que c'est ensoleillé et que c'est pas cher et que t'as accès aux Cyclades. Donc effectivement, typiquement t'as une anomalie de marché à arbitrer sur Athènes. Ok. Et connaissant bien le marché, j'ai aidé quelques clients à investir. Ouais. Petite question, je sais pas si tu peux y répondre en termes de chiffres. Est-ce que tu peux nous dire une tranche peut-être de CA que t'as enregistré en 2021? Ouais, bah, je te dis, hein, je suis transparent là-dessus, j'ai fait 100 000 euros en 2020, 2 millions en 100 000 euros en 2019, 2 millions en 2020, 6 millions en 2021, et je vais faire 24-25 cette année. Et je le sais parce que j'ai mon carnet d'ordre, il est rempli. Tu sais, moi j'ai des compromis, bien sûr, donc je les vois. C'est en amont, évidemment. Ouais. Lourd. Ok. Tu nous disais juste le cycle de vente en général, ça prend, c'est quoi, c'est 6 mois environ? Ouais, parce que déjà tu prends rendez-vous avec moi, tu mets un mois à te décider sur le bien que tu vas acheter, ensuite un mois pour la due deal, ensuite 3-4 mois pour trouver ton prêt avec Préto, ensuite un mois pour boucler l'opération, ensuite t'as 3-4 mois de rénovation et un mois de mise
mise en location. Donc bout à bout, t'es sur 3 trimestres, quoi. Quand tu dis avec moi, c'est Mastéos, hein. Ouais. Ok, c'est quoi ton job? Chez Mastéos? Ouais. Ah, bah, moi, je fais tout ce qui est l'externe. Maxime et moi, on se répartit comme ça les tâches. Interne, externe, tu vois, c'est facile à comprendre. Okay. Donc moi, je vais lever des fonds, évangéliser le marché, faire de la télé, de la presse, des podcasts, voilà. Et mon associé, il va s'occuper de l'organisation interne, de la structuration, du recrutement, des trucs un peu compliqués. Ok, et avec votre troisième associé, juste savoir, hein, comment vous bossez, vous êtes capable de vous raccorder en termes de prio, en termes de news, j'imagine tu vois, c'était à l'extérieur et que lui il est plutôt sur l'interne. Est-ce que vous faites un meeting tous les 2-3 jours, toutes les semaines? Essayez de comprendre comment ça marche selon toi. C'est assez fluide, on a des bureaux sympas, bah, tu les as vus, tu y es actuellement, et yes. Maxime et moi on bosse dans le même open space, je veux dire, il n'y a pas besoin de booker des meetings, tendu, ouais exactement, okay. T'as de l'information en flux tendu, ouais. D'accord, ok. Écoute, j'ai complètement oublié de te dire, mais j'ai quand même 2-3 petites questions que je pose à tous mes invités, je sais plus si je te l'ai dit en call. Vas-y. Je vais te les shooter là. En fait, j'ai surtout 2 questions. La première, c'est savoir ce que c'est que pour toi l'entrepreneuriat, si tu devais le qualifier avec un mot, un groupe de mots, et m'expliquer pourquoi. Et surtout la deuxième, c'est si tu avais la possibilité de choisir un board member vivant, mort, fictif ou réel, qui est-ce que ce serait et pourquoi? Je te l'avais posé ou pas? Ah, je l'ai pas préparé du coup. Ah ouais, c'est pour ça je me suis dit mince, en général c'est la deuxième. Bon, réponds à la première tout en réfléchissant à la deuxième. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Ouais, pour toi, en fait, j'aimerais savoir c'est quoi entreprendre et je suis curieux de savoir parce que quand même les réponses que tu m'as données restent quand même assez différentes et très subjectives, hein, mais propres à ton expérience, de par les d'autres personnes que j'ai eues. Donc voilà, c'est quoi l'aventure entrepreneuriale? Pour toi, comment tu la définirais aujourd'hui? Bah, toi qui fais du one man show, n'est-ce pas, hein? Yes. Tu m'as même embarqué dans ton école de one man show et j'ai essayé de prendre rendez-vous. J'ai fait mon premier spectacle. Ah, t'as fait ton premier spectacle. Ouais, ok. Samedi. Et je rejoue le 9 avril. Tu joues où? Là, c'est à Rouen, mais j'arrive à Paris bientôt. Rouen, 5,5 de renta brut. Eh ben, écoute, c'est exactement la même chose que faire du one man show, okay. Ou de l'humour en général. L'humour, c'est une prise de risque. Tu peux pas être politiquement correct si tu veux être vraiment drôle. T'es sur scène, tu es obligé de jouer un peu avec les limites du système pour faire rire les gens. Donc t'as une vraie prise de risque pour surprendre, exactement. Et t'as une prise de risque qui est vraiment à double tranchant. C'est-à-dire, si tu te rates, c'est le bide et t'as envie de te cacher dans un bunker. Et si tu réussis, les gens ont une telle décharge d'adrénaline qu'ils te considèrent comme un demi-dieu. Et c'est très binaire, tu vois. Et moi, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. Il faut accepter de monter sur scène, financièrement, même en termes d'image, et de tenter ta vanne. Et si elle prend, tant mieux. Et après, t'es dans un engrenage positif, les levées de fonds s'enchaînent et tout va bien. Et si elle prend pas, déjà c'est pas grave. Il y a des humoristes qui ont fait des blagues pas drôles et qui ont survécu. Mais vraiment, moi qui suis nul à ça, en humour, s'entend, en entrepreneuriat ça va un peu mieux. Je me prends tout le temps des bides et je ressens mes premières années d'entrepreneuriat à chaque bide, si tu veux. Et ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Tu te dis putain j'ai chié ou tu te dis qui va me juger? Je me suis fait un kiff, ce sera mieux la prochaine fois. Enfin j'aimerais savoir c'est quoi ton mindset vis-à-vis de ça quoi. J'ai l'impression que t'as une appétence pour le risque quand même. Il faut une appétence pour le risque si tu veux faire du one-man show ou de l'entrepreneuriat. Ça, c'est sûr. Faut accepter de te mettre à nu, accepter de te prendre des bides. Et donc, une fois que t'as compris ça, faut se lancer. Ouais. Il n'y a pas de règles. Moi, je suis pas du sérail. Enfin, c'est un peu parce que j'ai fait HEC, mais ce que je veux dire, c'est que je connais pas le monde du VC. Je savais pas ce que c'était qu'une série A ou B. Je connais pas les codes. Et donc, voilà. C'est l'argent qui importe à la fin. Tu te lances et mon associé, encore une fois, il vient des travaux, c'est quelqu'un du bâtiment. Et il a structuré une filiale et Mastéos Trao, c'est la filiale Mastéos Trao, c'est 2/3 de notre chiffre d'affaires. Donc tu vois, t'as pas besoin d'être du sérail, t'as juste besoin de te lancer, tu montes sur scène, tu fais ta vanne et ensuite tu navigues au gré des réactions du public et t'adaptes un peu ta stratégie, quoi. Ok. On part pour la deuxième question, t'as pas encore trouvé? un board member, bah après t'as... Vivant, mort, fictif ou réel, hein, donc ça peut être quelqu'un... Voilà, quelqu'un qui pourrait t'apporter quelque chose qu'aujourd'hui vous n'avez pas dans la boîte et que vous n'avez pas. Alors no offense à tous tes VC et business angel, mais voilà, quelqu'un qui a une certaine expertise qui pourrait être complémentaire
à toute ton équipe de direction? Moi, ma boîte, c'est une aventure de terrain. Contrairement à pas mal de startups très tech, enfin on a de la tech, hein, on a 30 devs, on a l'ancien CTO de Conto qui nous a rejoint, enfin on est avant tout tech, hein, Gabriel Klein, même un peu plus de 30 devs là, on en a 10 de plus, mais en l'occurrence on est avant tout une aventure de terrain, parce qu'on fait des chantiers de rénovation, on a des locataires, on a des chasseurs qui ont des caméras 3D pour scanner les biens, etc. Et le terrain, c'est quelque chose de très brut, et de très complexe opérationnellement parlant. Et moi j'aimerais bien un mec qui est non mais je suis désolé de faire un rapprochement, mais Zelensky qui est mon héros en Ukraine. Ah, mais je suis désolé, mais lui c'est un homme de terrain, mais c'est un mec qui est pas là dans sa tour d'ivoire et qui va sur le terrain, quoi, qui est moi j'ai envie de voir mon management sur les chantiers amener mais ouais, quoi, comme Macron, pas comme moi à faire le guignol auprès des fonds VC, quoi. Il faut des hommes de terrain. Donc moi je veux un membre du board qui soit pas un théoricien de la tech, mais qui soit un gars, un praticien du terrain, un mec qui a structuré les opérations de Gorillaz ou la logistique d'Amazon, voilà, ça me plaît. Ou un militaire, tu vois. Écoute, je sais pas s'il y a une question que je t'ai pas encore posée avant qu'on se quitte. Tu veux nous dire quelque chose peut-être? Un petit mot pour la fin? Allez. Le mot bus, qui est un petit mot. Ça Car 3 lettres, allez, moi ça me va. Tu vois, ça c'est une vanne qui va probablement rater, on n'a pas le retour du public, mais j'ai pris un risque. Voilà, écoute, donc là, je t'ai mis un sourire. C'est un réflexe entrepreneurial. Ça passe. Et tu vois, et même si ça passe pas, on survit. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il doit arrêter sa carrière, en tout cas d'humoriste. Voilà, exactement. Et pour ceux qui veulent investir via Mastéos, vous avez combien de mois de gestion offert? À toi de voir. 6 mois, allez. Pour ceux qui t'écoutent. Vous dites, j'ai écouté le podcast dans la tête d'un silo. Fais gaffe, hein, il y a du monde qui nous écoute, hein. Je sais. On va te couler, hein. 6 mois de gestion offerte, parce que je sais que t'as un public qui correspond à nos valeurs et à ce qu'on propose. Bon, bah, écoute, j'espère que les gens nous écoutent avec grande attention et surtout jusqu'à la fin. Écoute, 50 minutes, on est dans les temps. Allez. Un grand merci, Thierry, pour toute cette conversation et ton honnêteté à travers tout ça. Moi, j'ai pris du plaisir malgré cette blague un peu douteuse à la fin. Et ouais, je m'en veux énormément, je vais aller me cacher. On va pas la cut, je te rassure. Non, en vrai, merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli et merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Allez, ciao. Ciao, bonsoir. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine.